Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents pour notre deuxième conférence virtuelle de la Fondation Paralysie cérébrale sur le thème participation et activité, comment accroître la confiance en soi et les capacités individuelles. Nous avons la chance ce soir d'avoir autour de cette table virtuelle des intervenants de qualité. Nous sommes très heureux de les avoir avec nous et nous les remercions d'avoir accepté de prendre la parole ce soir. Il y aura tout d'abord le professeur Bernard Dan, qui est le président du conseil scientifique de la Fondation Paralysie cérébrale et neuropédiatre. Nous entendrons ensuite mesdames Laure Arnaudin et Marie Marquez, qui sont institutrices et qui ont eu dans leur classe un petit garçon avec paralysie cérébrale et une petite fille aujourd'hui. Et enfin, madame Julia Boivin, patiente experte, qui nous parlera de son expérience. Et une fois que nous aurons entendu nos quatre intervenants, excusez-moi, nous passerons donc à la session questions-réponses. Voilà, donc je vais encore une fois vous remercier tous d'être là nombreux ce soir. On est très contents de pouvoir partager des moments comme ça avec vous dans ces conditions qui sont un peu spéciales, mais ça nous permet finalement d'être avec encore plus de monde que nous le sommes habituellement quand nous faisons en présentiel. Donc, c'est un des avantages de cette crise actuelle. Ça nous permet de toucher plus de monde finalement. Et donc, je vais passer la parole au professeur Bernard Dan pour commencer cette session. Je vous remercie. Bonsoir. Oh, bonsoir. Écoutez, moi aussi, je suis très, très heureux d'être là. Je peux vous dire que c'est le dessert d'une journée qui a été un petit peu indigeste, mais là, la journée va commencer, va bien commencer, parce que la vraie journée, celle qui a commencé ce matin à 6h20, quand j'ai regardé les résultats de ceux qui avaient un test positif, n'avait pas bien commencé parce que le médecin qui était en charge de notre unité Covid à l'hôpital était positif. Et donc, j'ai été le remplacer au pied levé. Alors, j'aimerais partager mon écran parce que plutôt que vous préparez un show de d'IA, je me suis dit, on va faire les choses ensemble. Donc, je demande comme ça, subtilement, pourrais-je partager mon écran? C'est bon, tu peux partager ton écran, Bernard. Est-ce que tu peux… Voilà. Alors, voilà. Et donc, je le partage avec quoi? Mais avec une tablette que j'ai acquise tout récemment pour donner cours, puisqu'on est contraint à trouver des solutions originales. Et ce que j'aimerais faire maintenant, tous ensemble, là, c'est qu'on se mette dans l'ambiance d'un changement qui n'est pas une révolution, qui a commencé il y a déjà longtemps. Alors, souvenez-vous de ceci. Hein. Alors, ceci, une boîte comme ça. C'est un portable. Évidemment, ça ressemble plus tellement à ça. Et ce portable, il fait tout à fait partie de notre vie, comme Internet fait partie de notre vie aussi, comme les réseaux sociaux font partie de notre vie, et aussi une pandémie. Alors, vous avez vu comme on s'y fait, vous avez vu comme on ne s'y fait pas, mais en tout cas, comme depuis quelques années, notre vie a changé à un point tel que, si on se reporte une vingtaine d'années en arrière, peut-être qu'on ne la reconnaîtrait plus. Alors pourquoi je parle d'une vingtaine d'années? C'est parce qu'il s'est passé pas mal de choses, justement, il y a 20 ans, en 2001, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé avait pris pour tâche, déjà depuis quelques années, de dépoussiérer sa définition du handicap. Sa définition qui datait du tout début des années 80. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a planché dessus et a décidé de faire un grand pas en avant. Ce n'était pas la première fois, dès sa création en 1946, l'Organisation mondiale de la santé a défini son objet, la santé. Et pour la première fois, la santé était définie positivement. Ce n'était pas l'absence de maladie, ce n'était pas l'absence de problème, l'absence de ci ou de ça, c'était un état de bien-être.
Ça date de 1946. Un bien-être physique, un bien-être mental et même un bien-être social. Et ça, c'est la notion de la santé. Alors, est-ce que c'est notre notion de la santé? Oui, quelque part dans notre culture, mais nous ne le réalisons peut-être pas assez. En ce qui concerne le handicap, les choses ont commencé très différemment et il y a très longtemps. Si quelqu'un avait un handicap, pendant des siècles et des siècles, mais cette personne, on considérait, s'il avait un problème, que ce problème était une mise au défi, était une punition par des forces transcendantes, par un dieu, par des dieux, et que ce problème était en fait une manière de payer pour des péchés de soi-même ou des autres. Mais figurez-vous que ça a duré très longtemps et je ne suis pas convaincu que nous ayons complètement oublié ça. Quand on dit « qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» etc. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est mis à avoir une autre notion et ça, c'est un autre concept qui est le concept médical du handicap. Donc ça, c'est un autre modèle, et c'est un modèle donc, qu'on appelle le modèle médical, qui considère que si une personne a un problème de santé, si en particulier une personne a un handicap, il y a un diagnostic médical à poser, et ce diagnostic médical est à poser parce qu'alors le médecin va pouvoir proposer quelque chose pour remédier à ce problème médical. Ce modèle-là, on peut l'appeler le modèle métaphysique. Et puis, dans les années 70, on s'est dit, en fait, le modèle métaphysique voyait le problème chez la personne, le modèle médical voyait toujours le problème chez la personne, mais un modèle social pourrait très bien considérer que le problème c'est la société qu'il pose en mettant des barrières et en empêchant les gens de participer pleinement à la société. Alors, dans ces années et dans les années 80 et celles qui ont suivi, il y a eu des bagarres vraiment dans l'organisation de la société entre les tenants du modèle médical, j'enlève ce E, hein, déjà je fais une faute, et ce modèle social, j'enlève le E aussi, j'aime bien les E, mais j'aime bien les barrer aussi. Et puis arrive justement cette fameuse année 2001 où l'Organisation mondiale de la santé propose une classification internationale de la fonctionnalité. C'est la CIF. Et elle dit, vous savez les amis, la santé, qui est l'objet justement de l'Organisation mondiale de la santé, est faite non seulement d'aspects qui ont trait à la structure et au fonctionnement du corps, mais aussi aux activités d'une personne. Et ça fait vraiment partie de la santé. Donc, il ne suffit pas de dire que quelqu'un a une lésion de leucomalacie paraventriculaire, qu'il a de la spasticité dans les membres, qu'il a, je ne sais tout ce qu'on peut décrire. Je dis je ne sais, mais en fait, c'est mon métier de médecin de bien le savoir. Il faut aussi regarder, si on se pose des questions sur sa santé, savoir quelles sont les activités qu'il fait. Est-ce que cette personne dessine, marche, mange, comment elle le fait, etc. Mais aussi, un aspect très important et qui donne tout son sens éthique, c'est celui de la participation à la société. Et donc actuellement, depuis une vingtaine d'années, l'OMS nous encourage à voir la santé d'une manière beaucoup plus globale, en tenant compte aussi de facteurs d'environnement et aussi de facteurs personnels. Vous voyez que, adapté au handicap, on
a une image qui est beaucoup plus large que juste de savoir quelle est la résonance magnétique et quel est l'angle du genou et quel est le tonus musculaire. Puisqu'on va devoir se poser des questions jusqu'à la participation et comment on optimalise la participation. On va se poser des questions par rapport aux facteurs personnels, comme la motivation, la personnalité de quelqu'un. Les facteurs d'environnement, on va regarder non seulement ces facteurs physiques que je vous symbolisais comme ça avec des marches d'escalier, mais aussi l'environnement social, les attitudes des uns et des autres, le soutien qu'on peut bénéficier de la part de la famille. Si on se rapproche encore de nous, et toujours dans cette introduction que je vous fais, des collègues canadiens qui travaillent à CanChild, donc ça c'est un jeu de mots, vous avez le Can de Canada, mais aussi le Can de peut, est capable, l'enfant capable. Donc ces gens de CanChild ont dit, eh bien vous savez, la santé dépend en effet d'un certain nombre de dimensions. Et ces dimensions, ils les ont matérialisées sous la forme de mots qu'ils ont appelés « My favorite F words ». Ça, c'est un jeu de mots anglais pour ne pas dire un mot qui commence par F. Hein, comme nous, on pouvait dire le mot de Cambronne, pour ceux qui s'en souviennent, ou le mot de 5 lettres. Non, je ne pense pas qu'on soit aussi prude que ça, et qu'on soit aussi prude que les anglo-saxons. Et donc, nous n'avons pas besoin de réfléchir vraiment et de transposer ces mots comme ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont traduit, par exemple, le mot « fun », ils l'ont traduit par « félicité ». Ça marche peut-être au Québec, mais ça marche moins ici. Je veux dire, ce n'est pas aussi fun comme mot. Alors, à la Fondation, on a réfléchi et je vous les donne en avant-première. On dit que, dans mes mots préférés pour décrire le handicap, on va commencer ici par ma forme physique. Et on sait à quel point la forme physique est importante pour la santé de tout un chacun. Et on ne parle pas de thérapie particulière, on peut aussi en parler, mais on peut parler simplement d'être en forme. Et puis pour les activités, on dit ici mes capacités, ce que je peux faire, qu'il faut bien reconnaître. Et vous voyez que c'est dit d'une manière positive, pas pour être gentil, mais pour être utile, parce que c'est vraiment inutile de ne regarder les choses qu'en négatif. Il faut regarder ce qui est positif et comment on peut encore l'optimaliser. Ici, il y a mes amis. Vous vous souvenez qu'on avait la participation là? Eh bien, comment est-ce qu'on participe à la société? En étant un ami d'amis et en ayant des amis. Les facteurs d'environnement, on a ici ma famille. Et les facteurs personnels, ma joie de vivre. De nouveau, c'est présenté positivement. Vous savez qu'elle n'est pas au rendez-vous à chaque instant sous forme de joie de vivre, mais vous voyez bien comment tout ceci peut contribuer à la santé. Alors, je regarde l'heure. C'est ça l'introduction que je voulais faire. Et c'est tout à fait en rapport avec cette évolution dans laquelle je voudrais tous nous attirer et qui va nous préparer à une discussion que j'espère très riche et très constructive. Voilà, je rends mon écran et la parole. Merci beaucoup Bernard pour cette introduction très intéressante et ce partage de ces mots, de ces F-words. Je vais maintenant passer la parole à Laure Arnaudin et Marie Marquez pour qu'elles nous parlent de leur expérience en tant qu'institutrice dans l'accueil d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Bonsoir. Donc oui, voilà, moi donc je suis enseignante. Donc j'ai accueilli dans ma classe un petit garçon donc en CP. Avec lequel ça s'est très très bien passé. En fait, on s'était rencontrés avant la rentrée, bien avant la rentrée. On s'était rencontrés à l'occasion de la kermesse de l'école. Il était venu se présenter à moi et il m'avait fait part de
de son envie d'entrer à la grande école. En fait, il était très pressé, très content de pouvoir venir à la grande école. Et donc, c'était assez rassurant et motivant pour moi de pouvoir le rencontrer dès le mois de juin pour pouvoir me préparer au mieux à son arrivée dans la classe. Voilà, j'avais déménagé ma classe au rez-de-chaussée pour qu'il n'ait pas d'étage à monter. Et voilà, et puis après, l'année s'est très bien passée grâce à la présence de son AESH qui est une personne très très importante d'après moi parce que elle seconde énormément l'enseignante non spécialisée que je suis. Et voilà, après, pendant l'année, après, ce que j'ai pu mettre en place, c'est, comme on le dit souvent, en fait, que ce soit un enfant qui est atteint de paralysie cérébrale ou un enfant qui a d'autres troubles du comportement ou d'autres... Voilà, on s'adapte et on accueille les élèves en fonction de ce qu'ils ont besoin qu'on mette en place pour eux. Donc, pour certains, ça va être des étiquettes. Ce que j'avais fait pour Mathéo, qui ne pouvait pas forcément écrire la date le matin, bah, lui, il faisait la date avec des étiquettes. Voilà. Et puis après le gros du travail, c'était la discussion avec l'AESH qui répétait ce que moi j'expliquais, qui le guidait. Voilà. Après, nous, dans l'école, Mathéo était très bien... pardon, j'ai dit son nom. Mais il était très très bien intégré dans l'école parce que sa famille travaille beaucoup avec les enseignants, travaille beaucoup pour qu'ils soient bien, qu'il y ait des actions aussi qui soient menées tous les ans dans la ville et aussi avec les enseignants. Donc il était très, très à l'aise, enfin, il est toujours d'ailleurs, très à l'aise avec ses camarades dans la cour. Et donc, c'est presque un enfant comme les autres au final, quand il joue dans la cour avec ses camarades. Il n'a pas de handicap, il joue juste au ballon et voilà. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis enseignante dans la même école que Madame Arnaudin. J'ai eu ce petit garçon l'année dernière en classe de CM1, donc qui avait très bien évolué depuis le CP. On était toujours face à un enfant qui avait du mal à passer à l'écrit, mais il est équipé d'un système d'ordinateur, de clavier, vraiment de matériel adapté à son handicap. Et on essayait un petit peu de faire tous les jours de l'écriture, enfin, si on peut appeler ça de l'écriture, au moins de la prise de stylo pour avoir le geste graphique vraiment un minimum par jour. Et sinon, tout le reste des activités, il le faisait sur l'ordinateur, donc soit avec des exercices adaptés, ou alors, je peux vous donner vraiment des exemples rentrer dans le concret. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Peut-être que ça sera une des questions par la suite. Mais en tout cas, pour vraiment appuyer le discours de Madame Arnaudin, c'est vrai que c'est un petit garçon qui est parfaitement intégré dans l'école. Nous sommes convaincus que c'est le travail de main dans la main à la fois de la famille, de l'équipe enseignante, une famille très impliquée au sein de l'école qui nous propose des activités. Et les enfants ont toujours connu cet enfant depuis le CP, voire de la maternelle même, je pense. Donc, c'est un enfant comme les autres. Moi, quand je l'ai accueilli dans ma classe, ce qui me faisait le plus peur, on va dire, c'est l'activité sportive. Pour moi, en tant que c'était la première fois que j'étais face à un enfant avec ce handicap, je me mettais, on va dire, peut-être dans l'ignorance, je m'étais dit que cet enfant ne pouvait pas faire du sport. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Il a participé à beaucoup d'activités sportives et toujours dans un bon esprit avec ses camarades dans les jeux d'équipe, par exemple. Voilà.
Alors, moi, je ne vous entends plus. Je sais pas. Merci, excusez-moi, j'étais sur silencieux pour ne pas brouiller les ondes pendant que vous parliez. Mais merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions en particulier pour vous dans quelques instants. Et en attendant, je vais passer la parole à Julia Boivin. Oui, bonsoir. Donc oui, moi je suis Julia Boivin. Alors, outre le fait d'être porteuse d'une paralysie cérébrale, j'ai fait beaucoup de recherches du coup dans le handicap et ce qui m'a amené à être formatrice maintenant auprès des professionnels du médico-social, des personnes accompagnées aussi et aussi des parents proches sur cette question du handicap, des représentations aussi qu'on sait du handicap et de comment justement améliorer cette participation des enfants, des adultes aussi, qui se transforment en participation citoyenne après. Et en fait, on voit que pourquoi c'est pas simple? Parce que très souvent, les personnes, alors, elles-mêmes avec une pathologie, ont une représentation de leur handicap qui est très négative. En fait, elles ne voient pas trop ce qu'elles ont à apporter, ou elles ne voient pas trop comment elles peuvent aider les autres. Et en fait, elles sont à la recherche d'un sentiment de reconnaissance. En fait, on est tous à la recherche finalement d'un sentiment de reconnaissance. C'est un peu notre particularité en tant qu'être humain, c'est qu'on a envie d'être reconnu positivement par les autres. Et c'est ça qui fait la différence finalement, c'est que à un moment, il va falloir trouver chez l'autre un regard qui est positif et qui nous montre qu'on est capable, en fait. Et ça change tout. Juste pour vous montrer, pour vous expliquer ça, je vais me servir d'une anecdote et ensuite on passera aux questions. Un jour, je suis partie faire une retraite dans un monastère. Très bien, avec un ami. Et le soir, mon ami me dit ce soir, on mange avec les frères, on fait la vaisselle et on va se coucher. Grosse ambiance pour un samedi soir au monastère. Très bien. Et donc, on mange. Moi, je porte mon assiette à la cuisine, une immense cuisine, et en me disant, je vais faire ma vaisselle. Et là, je vois les 40 assiettes arriver. Les autres frères, et je dis, non, moi, je fais pas la vaisselle pour tout le monde. Et donc, je vais voir le prêtre qui se chargeait de ça, et j'en ai fait le numéro de la petite handicapée, en disant, oui, vous comprenez, mon handicap provoque des spasmes, et donc des gestes incontrôlés, donc je risquerais de casser votre vaisselle. Donc, je m'en voudrais vraiment, je suis désolée. Du coup, vous comprendrez que j'aille me coucher. Et il m'a dit, attendez, retournez-vous et dites-moi ce que vous voyez. Et devant moi, il y avait une table avec une pile de plats qui attendaient d'être essuyés et des plats en inox et en plastique. Et ça, il me dit, ça au pire, si ça tombe, ça fera juste du bruit. Bonne soirée. Et j'étais mince. Et en fait, ça, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que ça, par un tout petit exemple comme ça, c'est que dans sa tête, il s'est dit, clairement, on n'a pas un budget pour qu'elle casse 40 assiettes ce soir. Donc, on ne va pas la mettre au truc qui casse. Cependant, il n'y a aucune raison qu'elle ne participe pas
à cette corvée qu'est la vaisselle. Et donc, sa capacité, c'est de pouvoir essuyer des choses qui ne se cassent pas. Et donc ça, pour moi, c'est ce qui a fondé après un peu toute mon approche du handicap, c'est le fait que le handicap ne prenne pas toute la place. Oui, oui, il est là, oui, il y a des déficiences et parfois des incapacités. Pour autant, tout n'est pas noir. Et donc, c'est travailler avec un enfant cette question aussi dans la responsabilité de dire, OK, oui, bon, ça clairement, c'est compliqué. Pour autant, il y a d'autres choses que tu peux faire et on va les travailler. Et donc, c'est ça tout l'enjeu ensuite de former les professionnels, former les instituts aussi, hein, les profs et tout le monde finalement, de dire le handicap ne doit pas prendre toute la place et c'est pas forcément tout négatif. Et il faut partir de ce qui est là, le perfectionner et ensuite aller sur les manques. Mais c'est là où on changera les représentations et on construira des enfants, certes avec des pathologies parfois graves ou lourdes, mais qui seront conscients de ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Et c'est là où on va finalement construire des citoyens aussi et des personnes qui sauront qu'elles ont leur place en tant que citoyen, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que mari, femme, parce que parce qu'elles sont conscientes de leur qualité et de leur rapport à la société. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'il y a, selon moi, à l'école, mais même après dans l'emploi, c'est hyper formateur pour ensuite aller chercher, décrocher des entretiens d'embauche dans les entreprises, voilà, d'avoir trouvé dans le regard de l'autre ce sentiment de reconnaissance et de se dire que le handicap ne va pas tout freiner, va peut-être freiner certaines choses, mais qu'il y a à agir aussi sur l'environnement en rendant plus accessible, certes, mais qui prend à mon avis plus de temps, c'est rendre l'environnement accessible aussi dans les représentations que les gens en ont finalement, et c'est ça qui prend plus de temps et plus d'énergie, mais voilà, ça se fait petit à petit et on va y arriver en local et petit à petit, ça fera tâche d'encre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Julia, pour ce partage. On va commencer, si vous le voulez bien, la séance de questions-réponses. On a déjà reçu quelques questions en amont. Donc, je vais commencer par vous, mesdames les institutrices, parce qu'on a une question par rapport aux enfants. Donc, la question est: comment faire pour qu'un enfant ne perde pas confiance en soi lorsqu'il est en classe type, et comment aider les enseignants, donc vous, à faire les adaptations pédagogiques pour cela? Alors, moi, je n'ai pas bien compris le début de votre question. Donc, c'est savoir comment faire pour qu'un enfant ne perde pas confiance en soi lorsqu'il est en classe type, donc D'accord. en inclusion dans vos classes. Eh bien, écoutez, moi, je vais tout simplement parler des 2 élèves que j'ai eus l'année dernière et encore cette année, un autre élève. Je pense que le travail, il a été fait bien, bien, bien en amont depuis encore, je le répète, depuis la maternelle, que ce soit par les professeurs, les autres enseignants et la famille. En classe, on va dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre on adapte le travail pour ces élèves-là, mais en même temps, on leur demande, si vous voulez, il ne faut pas que enfin, c'est mon point de vue, mais
je leur demande, je montre bien à la classe entière, en fait, que je demande autant dans les niveaux de capacité à ces élèves-là qu'aux autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont une AESH qui les aide que ma demande envers eux va être plus basse qu'envers les autres élèves. Moi, je dis toujours aux élèves, il faut que tout le monde progresse. On n'a pas tous les mêmes objectifs, mais c'est important de leur montrer que du moment qu'ils progressent, même s'ils n'atteignent pas le même niveau que les autres, c'est ça qui est important. En fait, dans l'année scolaire, on part tous d'un niveau différent, on atteint tous des objectifs différents, mais si tout le monde a une bonne progression, c'est ça qui est important. Et j'essaye de l'expliquer aux élèves. Ce n'est pas toujours facile parce qu'ils se disent « Ah, mais ils ont la moitié du travail que moi ». Donc, c'est toujours les remettre dans le cadre, que ça soit… les 30 élèves sont concernés par les objectifs qu'on leur fixe, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il faut tout le temps remettre en valeur les capacités de tout le monde et ça se passe bien. On est censé être toujours positif. Parfois, c'est vrai que ça peut être difficile de l'être quand on a une grosse journée, une grosse semaine, mais notre travail, c'est toujours d'encourager les enfants. Donc, que ce soit n'importe quel élève de la classe, les 30, on doit toujours trouver un petit mot positif, le petit truc qui a été bien fait dans la journée, le manteau qu'il a réussi à mettre tout seul, le cartable qui est bien fait. Donc, pour ne pas perdre, pour pas qu'il perde sa confiance en lui, c'est en l'encourageant et en lui montrant ce qu'il a réussi à faire dans sa journée ou dans la tâche qu'on lui avait demandé. C'est comme ça qu'on peut leur faire garder la confiance en eux. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question pour Bernardane qui demande en fait si la CIF ne s'appuie-t-elle pas sur le modèle de développement humain et du PPAH québécois. Donc, PPAH, c'est le processus de production du handicap. Julia aussi, si tu veux répondre, enfin, en tout cas, je vous laisse prendre la parole là-dessus. On pourra en parler longtemps, mais je vais juste dire que ça a évolué un petit peu en parallèle, et puis ça a évolué pour les besoins spécifiques du cheminement qui a été fait au Canada, en particulier au Québec. La seule différence, c'est que, pour moi, mais moi je baigne plus dans la CIF que dans la PPH, c'est que je vois une porte dans la PPH qui est une espèce de continuum entre participation et situation de handicap, pour reprendre ces mots-là. Et dans la CIF, j'ai l'impression qu'il y a ces deux portes où on peut vraiment entrer par les activités, la limitation des activités et la restriction des participations. Non, c'est peut-être des mots, mais une fois qu'on est aussi loin, on est au même endroit. C'est-à-dire qu'on a laissé ces anciens modèles de côté. On pense qu'il faut réfléchir au contexte, au rapport entre la personne et le contexte et trouver du sens à la vie. Ce qu'on faisait, je pense, vraiment moins avant. Juste pour compléter, moi du coup c'est l'inverse, je baigne plus dans le PPH que dans la CIF, puisque le PPH ça vient tout dans les recherches en autodétermination, qui est un gros mot, mais qui gros est le pouvoir de choisir et le pouvoir d'agir, s'appuie sur le PPH. Et ce que j'aime bien dans le PPH, c'est que ça a été repris en 2015, je crois. Il s'appelle un modèle de développement humain. Et en fait, du coup, ça vient dire, mais finalement, on se développe tous de la même manière par dans le PPH, c'est tout ce qui est facteur personnel, comment on est soutenu par son entourage, comment on est étayé, si on a les opportunités de faire des expériences, tout ça. Et en fait, on se rend compte que finalement, tous les enfants se développent comme ça. Et en se rassurant sur leurs capacités, leurs habiletés. Donc du coup, en ça,
Mais c'est vrai que je préfère le PPH, même si il est hyper compliqué et difficile à saisir dans un premier temps. Mais sur cette idée que finalement, handicap ou pas, on s'en fiche et effectivement, c'est qu'est-ce qu'on apporte aux autres et il n'y a pas de normes ou de modèles ou de... Voilà, c'est juste développer ses habiletés voilà, comme on souhaite. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions pour les enseignantes et je vais essayer d'en regrouper plusieurs dans une seule question. On nous demande en fait si en général vous présentez le handicap en début d'année, que vous ayez ou non un enfant dans votre classe touché. Mais aussi une question par rapport avec les échanges que vous pourriez avoir avec les équipes médico-sociales qui suivent ces enfants, hein. Et aussi comment vous gérez quand il y a une absence des AESH, comment ça se passe voilà, ça fait beaucoup de questions en une, je suis désolée. Mais merci. Alors, moi, je peux déjà répondre à... Enfin, j'ai quelques idées comme ça. Pour les absences des AESH, c'est vrai que c'est... Bon, faut quand même le reconnaître. Parfois, c'est un petit peu... Enfin, au début, en tous les cas, quand on ne connaît pas encore bien l'enfant, surtout moi, il était jeune, c'était bon, en CP, donc il était encore jeune. C'est vrai que c'est toujours un petit peu inquiétant. Alors, les autres enfants de la classe sont très, très, très présents. Était, en tous les cas, quand il était dans ma classe, était très présent auprès de cet enfant. Il est toujours là pour l'accompagner, que ce soit dans la cour ou que ce soit dans la classe. C'est vrai que c'est arrivé quelques fois que l'AESH ne soit pas là et pourtant ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de soucis. Voilà, les autres enfants ou moi-même, on arrivait à s'adapter. Alors c'est vrai que j'étais pas forcément à côté de lui en permanence en classe, mais en tous les cas dans les déplacements, ça se passait très bien. Toujours un enfant pour lui porter son cartable ou lui ramasser quelque chose. Les autres enfants sont vraiment des soutiens dans ces cas-là. Voilà. Après j'ai vu une question aussi. On ne faisait pas que du français et des maths. Voilà. Donc on essaye, enfin voilà, le sport, la peinture, le chant. Malgré ses déplacements pour ces rendez-vous médicaux, voilà, il participait à un maximum d'activités. S'il y avait besoin de lui faire rattraper pour qu'il ait son objet de Noël à ramener à la maison, bah, il le faisait. Voilà. Quand on allait à la bibliothèque, il venait à la bibliothèque. Quand on allait voir nos correspondants, il venait aussi, il se déplaçait avec son AESH. Voilà. Donc il participait comme tous les autres enfants aux activités. Et quand on avait une sortie prévue, en dialoguant avec la famille pour qu'ils puissent déplacer les rendez-vous, voilà, il participait aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Il y avait une petite question par rapport au fait de présenter le handicap à vos classes. Alors ça, moi, je ne l'ai pas fait en début d'année, mais ça vient naturellement, en fait, avec par exemple, là, en mi-avril, on a un concours de dessin qui est mis en place dans l'école. Donc, c'est à cette occasion-là qu'on va en reparler en classe, pourquoi il y a cette association, pourquoi on fait ce concours. Donc, on remémore aux élèves qui en ont déjà entendu parler. Et les seuls nouveaux élèves sur l'école, en fait, ça permet de les sensibiliser. Mais non, je n'ai pas consacré en début d'année une séance, une présentation. Les élèves sont connus par, on va dire, la majeure partie des autres élèves. Donc, on ne remet pas le doigt dessus en début d'année. On fait les choses naturellement. Et puis, des petits événements au cours de l'année, quand ça se présente, là, par contre, on peut en reparler tous ensemble.
Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question pour Bernard Dan. La question est qu'est-ce que cela change pour la recherche d'être passé d'une définition médicale du handicap à une classification du fonctionnement du handicap et de la santé? Ça change tout. Ça change surtout la question. Ça change les questions de recherche. Donc avant, ce qui semblait important dans la recherche, par exemple dans la paralysie cérébrale, c'est comment est-ce qu'on va améliorer la spasticité. Maintenant, ce qui semble important, c'est de s'assurer que quand on propose de changer la spasticité, on change les activités et finalement on change la participation et aussi la qualité de vie. Et ça, ce sont des questions qui n'étaient non seulement pas fondamentales avant, mais qui n'étaient pas présentes. Et maintenant, ce sont des questions qui souvent ont remplacé les autres. Et dans la recherche, alors on a d'une part beaucoup plus ces liens et d'autre part, on s'intéresse beaucoup plus à des méthodes de recherche qu'on appelle des méthodes qualitatives, qui permettent aux gens d'exprimer leur expérience, puisque c'est ça maintenant la finalité. Parce que c'est ça la vérité, et on passait à côté avant. Merci Bernard. J'ai une question pour Julia, une question concernant les changements de la scolarité en général, donc les changements scolaires de l'élémentaire au collège, du collège au lycée, du lycée à la fac et ensuite vers le milieu professionnel. Et je rajoute une autre question par rapport à ça, c'était savoir comment ça a été pour s'insérer dans le milieu professionnel. Alors, pour ce qui est des transitions, c'est sûr que donc moi j'ai effectivement fait tout mon parcours en milieu ordinaire et on a eu la chance de tomber sur des directeurs qui étaient c'était oui dans les années 80-90 donc était dans 90-2000 du coup était très sensibilisé à cette question et pour lesquels ça posait pas vraiment de soucis finalement. Ça s'est fait assez naturellement et ça a coincé avec 2-3 instituts quand même mais d'une génération plus âgée. Donc là, même moi, j'ai très vite appris à aller les voir en disant bon, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que et en fait, ça les confrontait à des limites d'ordre informatique. En fait, c'était elle qui se retrouvait en situation de handicap parce que lire un devoir sur une disquette, à l'époque c'était des disquettes, et ben elle ne savait pas faire. Et donc, du coup, c'est là où ça serait un don contre don en disant bah je vais vous montrer en fait. Enfin, du coup. Donc, du coup, il y avait un véritable échange de compétences. Et ce qui a beaucoup changé, et ça, moi, je milite pour, au lycée, c'est à partir du lycée où j'ai assisté au projet de scolarité et où j'étais à La Réunion et on parlait des aménagements. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à dire ça je veux pas. Ils voulaient me mettre en première une AESH justement et j'ai dit bah non parce que moi je suis bavarde et que je pourrais plus bavarder du coup en cours et même si donc quand le directeur me disait non mais t'es pas là pour ça, bah si en fait si quand même on a tous fait, on a tous triché en cours, on a tous bavardé en cours donc en fait ce qui est compliqué dans la scolarité c'est que on est comme les autres mais finalement pas vraiment parce qu'il y a toujours un écran ou une personne qui vient barrer l'accès aux autres. Toujours un truc de oui, mais non, mais elle triche sur son ordinateur. Parfois, parfois de temps en temps. Mais en fait, du coup, c'est comment on arrive à enlever, enfin, même si ces barrières existent, comment on va venir les travailler.
Et du coup, et à la fac, du coup, j'étais un peu plus heureuse parce que tout le monde avait un ordinateur. Et c'était ceux qui n'en avaient pas qui étaient considérés comme un peu bizarres et un peu has-been, en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit encore avec un stylo. C'est trop bien. Le stigmate se retourne, c'est trop bien. Donc voilà. Et pour ce qui est du milieu pro, et ben pas tant que ça, puisque j'ai appris à, encore une fois, retourner le système et poser mes compétences en entretien d'embauche et à la fin dire, je pense que, par exemple, j'ai travaillé à Decathlon dans un magasin et à la fin de mon entretien d'embauche, je leur ai dit, je pense que pour votre image de marque aussi, avoir une caissière en situation de handicap, ça passerait bien. En fait, pour voilà, vos responsabilités sociales d'entreprise, je pense que voilà. Et en fait, c'est apprendre à jouer, quoi. Apprendre à se dire que oui, il y a un handicap, et oui, du coup, c'est pénible parfois, c'est vraiment chiant. Pour autant, c'est pas que chiant et on peut tout, et il faut apprendre ça aux enfants, je pense, à avoir dans la répartie et à pas se laisser marcher sur les pieds et vraiment apprendre un petit peu d'humour noir, un peu de voilà pour qu'ils puissent se défendre en tout bien tout honneur et sans taper, quoique, mais en tout cas à montrer que on peut être handicapé et mauvais élève, on peut être handicapé et pas que gentil. Voilà, on a des possibilités de répondre et de retourner le stigmate finalement. Et c'est là où on est comme les autres. Merci Julia. J'ai une petite question peut-être un peu technique pour Bernard Dan concernant la définition du handicap de l'OMS en 2001. On demande, ne convient-il pas de faire référence à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et en particulier l'article sur la participation? Ce d'autant plus que la charte rééducation et paralysie cérébrale en fait son socle de référence. Absolument. Mais je veux dire, j'ai aussi une plainte. Alors là, je suis le conseil de Julia. Hein. Pourquoi c'est toujours pour moi les questions techniques? Donc, cette charte, cette convention, elle est vraiment extrêmement importante. Beaucoup de pays l'ont signée et je pense que les signataires devraient vraiment se demander à quel point on l'applique. Ce texte est vraiment absolument essentiel et il le place sur le plan du droit. Maintenant, quand on doit écrire le droit, c'est qu'il ne va pas de soi et qu'on veut rappeler qu'il faut quand même mettre des limites. Alors d'abord, il faut les appliquer, mais surtout, vous m'entendez? Vous lisez sur mes lèvres? En tout cas, ma réponse est oui. Merci beaucoup Bernard et promis, je vais répartir les questions différemment alors la prochaine fois. Je vais poser des questions pièges aux autres. En attendant, Est-ce que je peux profiter du fait que mon micro est encore allumé pour dire que la toute première fois que je suis venue à la Fondation, c'était à une réunion de réflexion sur l'avenir des fonds. Dans quoi est-ce qu'on va s'investir? Alors, c'était il y a longtemps et il y avait un usager, comme on disait à l'époque, peut-être qu'on dit ça encore maintenant, mais en tout cas, c'était assez pionnier en France dans ce genre de discussion. Je sais que ça peut paraître bizarre maintenant, mais c'était remarquable. Et cette personne nous a écoutés très poliment et puis nous a dit, vous savez, ma réflexion, c'est que tout le monde a envie de vivre comme une personne en situation de handicap, ou peut-être qu'à l'époque, il a dit comme un handicapé, puisque maintenant, les gens, ils n'ont plus envie de cuisiner. Ils ont envie, même plus d'aller au restaurant, ils se commandent leur pizza, il faut qu'on la leur livre, et puis dans leur maison, ils veulent, c'était en vogue à l'époque, la domotique, et donc, ils ne veulent plus bouger de leur fauteuil, ils veulent tout pouvoir commander à distance, et nous avons été un marché niche, hein, il parlait en termes de marché,
les personnes handicapées. Et maintenant, au contraire, eh bien, on se retrouve à bénéficier des développements technologiques qui font plaisir à chacun, puisque chacun veut moins bouger. Merci Bernard. Donc, j'ai une dernière question, je suis désolée, avant de conclure, et ce sera pour vous, mesdames les institutrices. On a une question, donc quelqu'un qui nous demande, il y a 14 ans, ma fille était accueillie en école maternelle. Nous avons été confrontés à des réactions difficiles. C'est la question qui a sauté, excusez-moi. Des questions, une réaction... j'ai perdu la question, pardon. Excusez-moi, j'ai perdu la question, mais je vais la retrouver tout de suite. Donc, cette personne a été confrontée à des réactions des parents d'élèves qui trouvaient qu'il y avait trop d'attention qui était mise sur sa fille et donc qui jalousaient un petit peu en fait cette relation entre les entre les enseignants et sa fille. Il voudrait savoir si aujourd'hui le regard a changé. Est-ce que les parents réagissent toujours comme cela ou il y a plus de compréhension, d'acceptation, enfin voilà. Pas du tout. On n'a jamais eu de retour de ce type-là. J'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, l'année dernière, par exemple, on a organisé un marché d'hiver, une sorte de marché de Noël, hein, en faveur de l'association donc de ces élèves. Et on a eu énormément de monde présent à ce marché. Beaucoup d'objets fabriqués par toutes les classes ont été vendus. C'était vraiment un moment de solidarité très important sur l'école et à aucun moment on a eu des questions de ce type-là ou des problèmes de jalousie éventuelle. Hein. Jamais, non, pas du tout. Ni des enfants, ni des adultes, à aucun moment. Après, je ne sais pas les conditions, mais c'est vrai que ces élèves sont accueillis en maternelle avec déjà une aide, puisque le handicap est vraiment identifié, on sait exactement de quoi ils ont besoin. Et parfois, en maternelle, on peut avoir des enfants qui arrivent, qui ont des difficultés, qui vont être diagnostiqués peut-être au cours des 3 premières années avec d'autres troubles. Et les parents peut-être bataillent avec l'administration pour avoir eux aussi une AESH. Ça peut peut-être venir de là, mais franchement, nous, on n'a jamais connu ça à notre école. Je peux rajouter un truc, Okay. je pense qu'il y aura toujours, enfin, que ce soit en off ou je pense que là maintenant les gens maintenant osent moins dire tout, mais moi j'ai en primaire et collège, j'avais moi des réactions d'enfants ou maintenant avec un recul, je me dis, c'était pas des réactions d'enfants, c'était les représentations des parents derrière qui disaient que effectivement j'avais pas à être dans cette école avec les autres et que il y a des représentations hyper dures qui persistent moi j'ai eu des images de contagion, de dire pas trop s'approcher parce que c'est pour être contagieux, oui, bien sûr. Donc c'est pas, je pense que ça existe encore maintenant. Pour avoir fait 5 ans de caisse à Décathlon, voilà, ça existe et il y a encore beaucoup de choses très géantes qui sortent, d'autant plus que maintenant on note et on commente tout. Donc c'est vrai que pour ces enfants, il faut les préparer à ça, c'est sûr. C'est pas facile et on s'y fait pas. Je pense que voilà. Cependant, si déjà on est au clair sur son estime de soi, c'est un gros travail et moi-même je suis pas sûre d'en être sortie, voilà. Mais je pense qu'il y a
il ne faut pas se mentir, des réactions comme ça, on en aura toujours. Après, c'est la capacité des enfants, des ados, des adultes à remettre les gens à leur place aussi. Et du coup, et je pense que ça passe aussi par le fait, et ça c'est très important à mon avis, d'apprendre aux enfants de quels aménagements ils ont besoin et d'apprendre à expliquer ça en fait. Parce que ça leur servira aussi pour expliquer aux autres, en disant bah voilà, en fait, moi, j'ai besoin de ça parce que j'arrive pas à faire ça. Et ben, pas bizarrement, mais dans le processus d'embauche, quelqu'un qui arrive en disant OK, ma déficience, c'est ça, et ben là, il y a des trucs que je peux pas faire, mais il y a des aménagements qui existent. Et ben, du coup, c'est une plus-value et c'est quelque chose qui va rassurer l'autre et remettre du commun finalement. Et ça, c'est vraiment un gros enjeu, à mon avis, c'est d'associer assez vite les enfants dans la construction de leur projet de scolarisation et de leur expliquer les aménagements et voilà, de les faire monter en compétences aussi pour qu'ils puissent transmettre ça aux autres et un peu renvoyer les gens dans leur corde, gentiment mais fermement. En fait, à l'école, on travaille beaucoup sur la citoyenneté et donc sur les différences. Et en fait, pour revenir un petit peu sur la question de tout à l'heure, à la rentrée, on ne présente pas forcément le handicap, l'enfant qui est handicapé, mais par contre, on travaille beaucoup et bon, c'est au programme. Hein, de toute façon, c'est pas forcément parce qu'on accueille un enfant handicapé qu'on doit le faire, mais on travaille sur les différences. Chaque enfant, il y en a qui portent des lunettes, il y en a qui marchent mal, il y en a qui voilà, ils ont chacun leur trouble ou pas, ou leur spécificité. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on fait s'accepter les enfants, c'est en parlant simplement de leurs différences, pas forcément en mettant le doigt sur le handicap, mais de façon générale aussi, pour que le regard change, il faut qu'ils comprennent ça, qu'ils l'acceptent. Je vous remercie d'avoir ajouté ça. C'est déjà l'heure de s'arrêter. Je sais que c'est un peu frustrant parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais c'est super parce que ça va nous donner l'occasion de nous retrouver très bientôt pour une troisième conférence en visio et, euh, et on est ravis de ça. Et je vais laisser Bernard, je suis désolée, c'est toi qui vas faire un petit mot de conclusion avant de passer la main à Alain Châtelain, notre président, qui vous dira au revoir. Merci à tous. Alors, mon mot de conclusion, c'est que j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris surtout du témoignage. Et peut-être quand on m'a posé la question de savoir comment la science a changé, comment la recherche a changé, j'ai donné déjà 2 pistes. Une piste très importante, c'est d'être attentif à la narration, d'être attentif aux représentations. Et je pense qu'on a souvent l'impression que les représentations sont fixées, qu'elles nous sont imposées, que notre culture ne peut pas bouger et que la culture des gens autour de nous ne peut pas bouger. Et c'est exactement l'inverse. Nous sommes une société de gens qui vivent ensemble et vivre ensemble, c'est dynamique. Alors, on s'est centré beaucoup sur la question du handicap, mais chacune nous a rappelé à quel point chaque personne a une richesse et comme cette richesse se décline et change aussi avec le temps et comme l'aspect handicap ne permet pas du tout de raconter beaucoup de choses de la personne. C'est peut-être très, très important à certains moments, dans certains contextes, mais ce qui est surtout important, c'est de s'ouvrir à cette complexité et de regarder ensemble vers l'avenir. Vers l'avenir, et donc tu nous parles d'une troisième conférence avec plaisir, Clara. Merci beaucoup, Bernard. Je vais donc passer la parole à Alain Châtelain, le président de la Fondation Paralysie Cérébrale, mais je voulais vraiment vous remercier une fois encore tous d'avoir répondu présent ce soir pour cette discussion passionnée et passionnante. Merci et à bientôt. Alain.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Alain. On ne te voit pas, mais on t'entend. Voilà, je pense que la caméra va mettre un petit peu de temps pour démarrer, mais voilà. Je voulais, écouter, surtout remercier tous ceux qui ont organisé cette session. Alors, je vais commencer par Bernard Dan parce que c'est lui qui a eu l'idée de ce programme et que c'était la responsabilité aussi du président du conseil scientifique de s'investir dans la communication vis-à-vis des parties prenantes de la Fondation. Donc, merci à lui, merci à Madame Arnaudin, merci à Madame Marquez, merci à Madame Boivin aussi de leur rapport riche sur la diversité et que finalement le regard n'est peut-être pas centré sur le handicap, mais sur ce qui nous rassemble et ce qui nous rend chacun singulier. Et puis, dans ce qu'a dit Bernard, je pense qu'il y a quelque chose qui est très fort dans l'ADN de la Fondation. Ça a été repris par Bernard et peut-être par Julia sous d'autres formes. Et au fond, c'est ce qui se traduit aussi à l'école. C'est qu'à partir du moment où le handicap se définit principalement sur la participation, la présence qu'on a une situation de vie ou l'interaction avec les autres aussi, il n'y a pas de meilleur juge que la personne. Et donc, effectivement, ça sous-entend que, partant de là, si notre objectif, c'est de prendre en compte la participation, et si possible de l'améliorer, alors ça n'est possible qu'en coopérant entre familles et professionnels et chercheurs. Et ça, c'est très fort dans l'ADN de la Fondation, et on essaiera de le faire vivre. Vous aurez la possibilité de vous exprimer, peut-être de proposer des sujets pour d'autres réunions, donc n'hésitez pas. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on a besoin de votre soutien. La période est compliquée pour tout le monde, mais elle est compliquée aussi quand une bonne partie de notre collecte de fonds passait par des événements qui rassemblaient du monde et qui ne sont plus possibles. Donc, voilà, pensez à la Fondation. En ce moment, on a une collecte qui est en cours sur Helloasso pour soutenir l'action sur les enfants en situation de handicap au Liban, parce que même si la situation est difficile chez nous, on pense qu'elle est encore bien plus difficile ailleurs et qu'il faut être solidaire. Et puis, vous recevrez pendant le mois d'avril la lettre d'information, les cahiers de la recherche de la Fondation et un appel à dons qui est toujours associé. Voilà, pensez que si on veut faire de la recherche, il faut des moyens et diffusez-la autour de vous, participez. Et puis, allez voir September. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une opération magnifique. Pour le mois de septembre, tout le monde a besoin d'activités et tout le monde a envie de donner un sens à son action. Et donc, September, c'est une magnifique chose à proposer à vos entreprises, vos associations, à vos amis. Donc, voilà, merci à tous pour cette session très intéressante. On espère pouvoir continuer d'échanger avec vous. Et puis, merci de soutenir, non pas la Fondation, mais la recherche pour les enfants et les adultes qui sont avec une paralysie cérébrale ou d'autres formes de handicap. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt.